vite assez rebuté par certaines images que l'on voyait dans beaucoup de journaux. Je me souviens de l'image de cette femme qui avait été victime d'un des attentats Port-Royal ou Saint-Michel et qu'on avait montré de dos. Elle était complètement dénudée par le souffle de l'explosion. Naturellement, cette femme s'est reconnue, tous ses proches l'ont reconnue. Alors, dans un grand hebdomadaire, vous voyez, un fort tirage, on a montré cette photo. Je trouvais ça absolument révoltant. De la même façon que je ne voyais pas pourquoi il était indispensable à la justice ou à la police de montrer les photos d'un homme présumé innocent, arrêté sans doute pour de bonnes raisons, enfin présumé innocent, avec les mains menottées, dans une attitude évidemment alors qu'on ne savait pas si au final cet homme serait ou pas reconnu coupable. On est dans un contexte 2002 où la question de l'insécurité, de la violence, donc de la place des victimes dans le système judiciaire est posée. Alors, mon propos, il était double en fait. C'était mettre un peu d'humanité dans tout ça. Parce que le système judiciaire, il est difficile à comprendre, il est un peu mystérieux, et il est parfois un peu inhumain, y compris pour les victimes. Et il n'y a quand même aucune raison que les victimes le soient une deuxième fois devant un espèce de système judiciaire auquel ils ne peuvent rien comprendre. D'où l'idée du bureau des victimes, d'où l'idée de la possibilité d'avoir un avocat dès la première audition avec les enquêteurs, etc. Enfin, l'idée, c'est d'accompagner la victime dans un processus judiciaire où la victime est évidemment concernée. Et puis, le deuxième souci, qui est plus complexe, bien sûr, c'est la place vraiment dans la procédure. Et donc, la possibilité, par exemple, pour une victime d'avoir, après la condamnation, une information, s'il le souhaite, sur l'application des peines, l'aménagement de la peine. Voilà. Vous voyez, il y a à la fois les deux choses. Humaniser, faire que la victime ne se trouve pas devant un truc auquel elle ne comprend rien, et finalement rejeter du système, et donc, dans une situation psychologique, par rapport à sa souffrance, directe ou indirecte, soit la victime, c'est la victime elle-même, soit c'est un parent de la victime, quand il y a eu crime, et donc ajouter de l'incompréhension à la souffrance. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième, c'est donner tout de même une place à la victime dans le processus judiciaire lui-même. Après que nous ayons livré, il y a un peu plus de 10 ans, un vrai combat pour faire entendre l'intérêt de l'existence d'un secrétariat d'État aux droits des victimes. Nous avons essayé de travailler d'une façon très engagée, très forte, en fonçant tête baissée à chaque fois qu'on a voulu nous en empêcher, mais pour à la fin du compte essayer de laisser des services qui aujourd'hui restent encore utiles. Je ne citerai que quelques exemples. Le 08 victime, ce numéro qui permet, lorsqu'on le compose, d'atteindre la plateforme et les services de l'INAVEM et qui permet donc de donner une réponse immédiate en termes de conseils juridiques, médicaux, psychologiques à des victimes qui se trouvent complètement démunies. On a pensé qu'il fallait utiliser les technologies au service des victimes, en plus du droit et en plus de toutes les autres sciences et expertises. Nous avons aussi, mon cher Philippe, initié la mise en place de l'alerte enlèvement. J'ai envie de vous dire que ça a été l'enfer d'essayer de nous faire entendre sur aujourd'hui une procédure qui fait ses preuves, même s'il ne s'agit pas d'une science exacte, même si malheureusement les enfants victimes de ces ravisseurs et prédateurs sont toujours en danger. Pour autant, nous avons dû plaider, je dirais même, pour ce qui me concerne, hurler, pour faire entendre le fait qu'il fallait passer outre tous les scepticismes auxquels nous avons eu à faire face, pour qu'enfin on comprenne que mettre un pays entier en alerte grâce à des moyens de communication et des moyens technologiques de communication au service d'un enfant victime, de telle sorte que tout le pays se retrouve, en fin de compte,
en chasse contre un prédateur qui, au fond, et on le voit maintenant, n'a plus vraiment beaucoup de chances de s'en sortir. Alors, dès mon arrivée, j'ai voulu penser, concevoir une politique d'aide aux victimes, une politique dynamique, et la décliner par des objectifs clairs, avec une valeur, le respect des victimes, donc ne pas les essentialiser, une exigence, l'efficacité, donc faciliter leur accès aux dispositifs et aux moyens, avec des partenaires bien identifiés et respectés, des temps forts comme la journée annuelle des victimes qui permettent de servir de repère. J'ai choisi d'y mettre les moyens. À mon arrivée, le budget était de 10 millions d'euros. À mon départ, en 3 ans et demi, il était à 25 millions d'euros. J'ai choisi également d'innover, de sécuriser en plus les innovations en procédant par expérimentation, évaluation, puis généralisation dans la loi. Il a fallu aussi faire évoluer les normes législatives, notamment par la consolidation des bureaux d'aide aux victimes dans la loi, par l'amélioration des droits et des garanties des victimes dans la loi d'août 2014, par la généralisation après expérimentation du suivi individualisé des victimes, c'était dans la loi d'août 2015, et puis dans J21, des systèmes innovants, comme le service d'accueil unique du justiciable, comme Portalis, comme l'action de groupe, donc toute une série d'actions qui permettent effectivement de prendre en charge les victimes, de les accompagner, de les informer, de les orienter, et surtout de respecter le rythme auquel chaque victime peut assurer sa propre résilience.